faible. 6% des flux migratoires en 2012. Une autre fausse idée. La migration subsaharienne est-elle principalement masculine? Si cela était effectivement le cas dans les années 80, ce n'est plus vraiment aujourd'hui. La parité entre les hommes et les femmes est quasiment atteinte pour l'ensemble de la zone subsaharienne. Cette féminisation est liée à un meilleur accès des femmes à l'éducation, à leur plus grande autonomisation, constate une spécialiste de l'AFD. Cependant, il existe une grande disparité selon les régions effectivement en Afrique. Ainsi, la part des femmes dans les migrants originaires de la bande sahélo-saharienne tombe à 1/3. Les migrants de l'Afrique subsaharienne sont-ils principalement issus de l'Afrique francophone? Ce n'est pas le cas. Ils sont majoritairement issus de l'Afrique anglophone, en premier lieu de l'Afrique du Sud et du Nigeria, avec chacun 500 000 migrants. Dans le classement des pays de l'Afrique subsaharienne, les plus grands pourvoyeurs en migrants et le premier de l'Afrique francophone occupe 6 places. Il s'agit de la République démocratique du Congo avec plus de 300 000 migrants. Les migrants de l'Afrique subsaharienne sont-ils moins qualifiés que d'autres? Si la majorité de ces migrants ne sont pas qualifiés, en effet, la part de ceux qui le sont est déjà importante et ne cesse d'augmenter. En 2010, ils étaient à peu près 36,6% de diplômés de l'enseignement supérieur. Entre 2000 et 2010, donc, leur proportion a quasi doublé. Les migrations en provenance de l'Afrique subsaharienne vont diminuer grâce au développement économique comme dernière fausse idée? Pas automatiquement et pas immédiatement, nous répondent les spécialistes. Il faut même s'attendre à une augmentation du phénomène. Le développement permet davantage de personnes de disposer de moyens pour migrer. C'est seulement à long terme et à partir d'un certain niveau de richesse de la population que le développement d'un pays s'accompagne d'une baisse de l'immigration. Pour recentrer le débat, pour revenir à ces migrations africaines, sous l'angle de la gouvernance, sous l'angle du défi de demain, nous déplorons que des outils trop exclusivement militaires sont utilisés. Et à l'échelle internationale, mettre trop l'accent sur les opérations de contre-terrorisme et la menace djihadiste détourne l'attention et les ressources essentielles des causes sous-jacentes de l'instabilité peut même les exacerber, car cela exige de dépendre des élites centrales et locales déficientes.
Pour le cas du Niger, à l'approche de l'élection présidentielle de 2016, le président sortant, Mahamadou Issoufou, conforté par le soutien occidental, avait mis l'accent sur la menace djihadiste pour détourner les critiques sur ses échecs en matière de gouvernance. Et c'est ainsi que le Niger a eu à dépenser en 2014 un peu plus de la moitié seulement de l'aide au développement qu'il avait reçue. La migration renforce également la crise sécuritaire. Les chercheurs critiquent le fait que l'État n'a pas encore mobilisé de ressources importantes pour créer des opportunités pour les jeunes, de plus en plus mécontents, alors que le nombre d'emplois créés par le secteur privé est faible, voire quasi inexistant. La plupart des investissements sont soit des sous-produits du détournement des fonds de l'État ou d'entreprises criminelles, comme le trafic de produits illicites et la traite d'êtres humains, soit donc des transactions douteuses menées par la diaspora ou des hommes d'affaires régionaux qui cherchent à profiter du système d'imposition mal géré. En conclusion, il dénonce, les chercheurs, la connivence entre acteurs nationaux, régionaux et internationaux. À leurs yeux, la migration n'est pas seulement une tragédie humaine, mais une des principales composantes de la crise politique et sécuritaire dans la région. Les migrants sont des cibles rentables pour les réseaux de passeurs qui sont de connivence avec les institutions politiques, comme cela a été constaté dans le cas du Niger, ou qui fusionnent pour détruire ou remplacer les vestiges d'un État qui s'effondre, comme dans le cas du sud de la Libye. Ces migrations africaines sont un défi de demain. Parce qu'en ce moment, nous sommes trop focalisés sur le Moyen-Orient, mais on n'a vraiment pas vu venir l'Afrique. En 2016, pour autant, à bas bruit, l'immigration de ce continent de 1,2 milliard d'habitants a détrôné, à titre d'exemple, les arrivées syriennes, afghanes et irakiennes en Europe. Selon un communiqué de l'agence Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 93% de ceux qui ont débarqué en Italie l'an dernier venaient du continent africain. L'année 2016, qui vient de s'achever, pourrait donc s'imposer comme une transition, un passage de relais entre deux exils. Avec 1 million de réfugiés en Europe, s'ajoutant aux millions déjà massés en Turquie, au Liban ou en Jordanie en 2015, on parlait d'une année syrienne, une année de l'asile. Et les esprits sont restés sur cette vision qui a masqué les autres mouvements de migration en train de s'affirmer. Globalement, en parlant d'ordre de grandeur, ils ont chuté. En 2016, les flux ont diminué de 2 tiers et nous avons eu 364 000 arrivées
sur le vieux continent et ont changé également de nature. Les traversées par la Méditerranée centrale, 181 000, ont augmenté d'un cinquième, prenant le pas sur les passages par la mer Égée, 175 000, divisé par 4. Donc l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, signé en mars 2016 et par lequel Ankara s'engage moyennant finance à contrôler l'émigration vers l'Europe, est la première explication de cette baisse des arrivées syriennes en Europe. Même si l'Union européenne salue l'efficacité de cet accord et la réduction des noyades, mais de nombreuses voix dénoncent le blocage de 54 000 Syriens dans des camps en Grèce et l'immunité de la situation. L'Italie, un pays européen, est en première ligne. C'est donc en Italie que s'observe la pression migratoire africaine. Celle-ci transite par la Libye, pays anarchique où les migrants sont victimes de trafic et de pires exactions. Selon le directeur général de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, OPFRA, sur les 10 premières nationalités des migrants arrivés en Italie entre janvier et novembre 2016, 9 sont du continent africain, comme l'a comptabilisé l'Organisation internationale des migrants, OIM. Seuls les Bangladais, en 9e position, avec 4,4% des arrivées, viennent rompre cette unité. Principale communauté africaine, les Nigérians, ont constitué 21% des enfants, suivis par les Érythréens, 11,7%, les Guinéens, 7,2%, et les Ivoiriens, 6,7%. Selon toujours Frontex, les ressortissants de ces pays sont 10 fois plus nombreux à avoir fait le voyage en 2016 qu'en 2010. L'agence chargée des frontières extérieures de l'Europe estime même que cette évolution reflète la pression migratoire croissante du continent africain et plus particulièrement de l'Afrique occidentale, responsable de la majeure partie de la croissance des arrivées par route en 2016. L'immigration africaine est mixte, composée de réfugiés éligibles au droit d'asile, comme les Érythréens, les Soudanais, les Éthiopiens, mais aussi des migrants économiques, notamment originaires de l'Afrique de l'Ouest. Cette évolution, donc, risque de changer la nature du débat dans une Europe en proie aux thèses populistes. Chers amis, comme vous le voyez, les migrations africaines posent un double défi. Le défi de la gouvernance, comme on l'a vu avec l'exemple qui a été pris du Niger pour illustrer nos propos. Cela pose également le défi de l'Afrique de demain. Avec les chiffres du Frontex et de l'Agence française pour l'immigration, on constate que c'est des enfants qui partent sur les routes. C'est le demain de l'Afrique. C'est les forces vives de l'Afrique qui quittent le continent, et particulièrement sa région ouest-africaine, à travers des Guinéens, des Ivoiriens, des Nigérians, des Gambiens,
pour rejoindre l'Europe.